swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Swear Triple Six. Nous répondons à vos questions, commentaires YouTube. Si vous nous regardez sur YouTube ou alors message Instagram @lasueur ou podcast @lasueur.com si vous nous écoutez sur Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, Stitcher, Podcast Addict et j'en passe. N'hésitez pas à nous balancer les 5 étoiles sur iTunes, ça nous fait très plaisir. Bien messieurs, on va passer tout de suite à une question YouTube. Question de notre cher Vincent. Question pour la sueur. Si vous étiez un combattant UFC, quel serait votre indicateur de référence pour juger de la réussite de votre carrière? La hype que vous allez générer sur votre seul nom ou bien la legacy purement sportive que vous laisserez dans l'esprit des plus érudits de ce sport? Je pense que la réponse à cette question dit long sur notre motivation profonde à suivre le MMA. Bah, pour moi, c'est le legacy, évidemment. Enfin, deux choses. Après, il y a quelque chose qu'il n'a pas mis, c'est le legacy et puis, mine de rien, l'argent que tu as à la fin de ta carrière. Parce que si tu as... le mec, il a quand même... Il a réussi l'exploit de ne pas citer la motivation première. Enfin, je pense, et sans vouloir critiquer l'auditeur, qu'il est dans une forme de romantisme par rapport à la carrière des combattants. Les combattants, en fait, se soucier de sa legacy, c'est un peu pour la bourgeoisie des combattants, quoi. C'est pour ceux qui n'ont pas d'autres. C'est un peu un luxe, malheureusement. Ouais. C'est un luxe. La plupart des gens, ils veulent juste avoir de l'argent pour nourrir leur famille, pour prévoir l'après, parce que finalement, ils ont des carrières assez courtes. On en a discuté pour faire face à tous les soucis médicaux. Donc la première des motivations, c'est l'argent. Moi, si j'étais combattant, et donc sociologiquement, je me mets à la place de la plupart des combattants, c'est-à-dire tu viens quand même d'une extraction sociale qui est quand même relativement basse, parce que pour faire ta vie en prenant des coups dans la gueule, il faut avoir une sacrée motivation, hein, malgré tout. C'est un sport de pauvre, hein, on va pas se mentir. Et dans ce cas-là, moi, ma première motivation, mon premier indicateur de succès, c'est que je me suis mis à l'abri. Donc j'ai fait du bif. La legacy, tout ça, c'est un truc. En plus, c'est un truc généralement, c'est un truc de marketing. La plupart des combattants, je suis sûr, on demande à Anderson Silva, c'était quoi sa motivation et tout. C'était pas la legacy, quoi. Ouais, genre, puis ça, c'est après, tu vois. Exactement, quand tu as un certain statut. C'est ça. Et puis ceux qui peuvent se permettre d'avoir ce truc-là, encore une fois, c'est des ultra privilégiés. C'est ceux qui arrivent à de leur mérite ou autrement. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de Khabib. Il se soucie de la legacy. Il dit I don't fight for money, I fight for legacy. Moi, en fait, j'ai toujours la phrase de Surcouf qui me vient à la tête quand il a dit ça. C'est on se bat toujours pour ce qu'on n'a pas. Tu vois, c'est que écoute, l'argent, t'as jamais eu à t'en soucier parce que t'es fils d'Abdelmanap et que t'es quand même dans une famille super bien installée. Ça, c'est un privilège que les 3/4 des combattants n'ont pas. Tu vois, que par exemple, Conor, lui, n'avait pas. Connor, c'est un pauvre, c'est un putain de white trash de Dublin. Il a touché les aides sociales, il avait presque été plombier pendant un moment, il me semble. Il a été plombier, ouais, et tout, donc il a galéré et tout. Et évidemment, Connor, au début, il se souciait pas de la legacy, tu vois, pas du tout, il s'en foutait. Donc j'ai pris cet exemple. C'est pas à charge pour un des combattants ou de l'autre, mais c'est juste pour exprimer la motivation de la majorité. La majorité des combattants, la legacy, c'est un truc, mais vraiment totalement nébuleux. C'est nous, c'est les spectateurs qui nous moussons là-dessus, quoi, sur la legacy. Et la hype, en fait, pareil, c'est pas vraiment un truc en tant que combattant on contrôle. La hype, alors après, on peut en jouer, mais toujours dans l'intérêt de se faire plus de pognon, hein. La hype, c'est pas j'ai une bonne hype, j'ai tant de personnes sur Instagram qui me suivent, putain, j'ai réussi ma vie. Le prestige, c'est le dernier étage de la pyramide de Maslow, hein. Il vaut mieux en fait au début avoir le pognon, puis ensuite machin, et à la fin, peut-être si t'as le prestige, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Mais c'est tout. Et la hype, c'est juste un véhicule que tu peux prendre au vol, tu vois, si t'arrives à en jouer. Mais c'est pas un truc, moi, franchement, en tant que combattant, je m'en soucierais pas vraiment de ça. J'essaierais d'en créer une, tu vois, pour ramener un peu plus de bif, mais ce serait pas un truc qui me dirait putain, je suis bien là, tu vois, je me sens bien parce que j'ai tant de gens qui retweetent mes trucs et tant de gens qui me suivent sur Instagram. Ouais, parce que je pense que les combattants pros comme ceux qu'on voit à l'UFC et ceux qui sont dans les plus grosses organisations, à mon avis, quand ils commencent leur carrière,
je pense qu'effectivement, ils sont dans un délire de je veux prouver que je suis le meilleur du monde, je veux prouver que dans ce sport-là, qui est le sport que j'aime et en gros que je fais depuis que j'ai 5 piges, et en plus, ce sont vraiment des gagneurs, c'est des mecs qui adorent la compétition, mais dans tout ce qu'ils font, ils adorent la compétition. Donc effectivement, je pense que pour tous les professionnels du MMA et des sports de combat, quand ils commencent leur carrière, ils sont dans une optique effectivement qui est noble et qui est pour tous, je pense, de prouver justement qu'ils sont les meilleurs, qui sont, qui peuvent être les champions du monde dans leur discipline. Mais c'est vrai que du coup, inéluctablement, si tu veux y arriver, donc tu es obligé d'en faire ton métier et donc d'y passer tes jours, tes semaines, 24 heures sur 24, d'y réfléchir tout le temps. Donc tu sacrifies tellement qu'à un moment donné, forcément, ça s'équilibre. Tu as tellement sacrifié pour ce sport pour lequel tu veux prouver que tu es le meilleur que tu n'as plus vraiment d'autre option que d'en faire ta vie. Et quand tu en fais ta vie, tu te dis, ouais, je suis obligé donc de trouver un moyen de monnayer tout ça pour qu'une fois que j'en sors, si c'est vraiment les seuls skills que j'ai, au moins que j'ai un petit tapis derrière. Donc, je pense que c'est effectivement, pour la majorité des combattants, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y a des espèces de paliers. D'abord, tu fais ça pour amour du truc. Après, tu es dedans parce que tu es tellement bon et tu es talentueux que du coup, tu t'en fais ton truc et t'en fais ton métier. Et à ce moment-là, tu n'as plus vraiment d'autre choix que de trouver des moyens de monnayer parce que c'est ton skills primaire, quoi. Donc, pas évident, mais pareil, ouais. En tout cas, si ce schéma-là est relativement cohérent, je pense que effectivement, si jamais on avait été combattant pro, voilà, on aurait fini comme probablement la majorité des combattants pro à combattre surtout pour mettre sa famille à l'abri, quoi. Complètement. Et puis pour moi, le truc de la hype, c'est vraiment l'argument des mecs qui commencent à perdre, tu sais, qui commencent à dire ah bah moi j'ai juste envie que les gens ils kiffent me voir combattre. Parce que si tu gagnes, soit tu as les titres, ou soit tu dis juste combat pour les titres. Mais je connais aucun gars qui a des titres UFC ou qui est au sommet qui dit moi je combats pour faire kiffer les fans et tout. Parce que quand tu as les titres, tu commences à utiliser l'argument du legacy et tout ça. C'est hyper rare C'est vrai. les gars, tu Non, vois. mais c'est vrai. Ou que tu aies quelques défaites, tu vois. Et tu commences à te dire la position serronnée où tu dis, ah bah, de toute façon, ce qui est important, c'est que quand je combatte, les gens soient excités et tout ça. Et encore une fois, c'est une stratégie T'es dans le haut marketing. du panier en plus, là, pour le coup. Ouais, non, mais en plus, c'est un truc, c'est encore une fois, ce que j'ai envie de. Enfin, le corollaire de j'ai envie que les gens viennent me voir, c'est j'ai aussi envie que les gens viennent acheter pour qu'ils viennent payer pour me voir. Donc, j'ai envie que l'argent rentre, tu vois. Je peux le dire d'une façon polie ou d'une autre façon, mais c'est plus ou moins ça. Si Cerrone, il accepte de faire tous les combats de la Terre et tout, c'est parce qu'il sait que de toute façon, sa pertinence en tant que combattant, sa pertinence sur le marché des combattants, c'est celle-là. C'est celle d'un mec qui combat tout le temps et que du coup, il peut avoir de l'argent. Il a un créneau là-dessus. Tandis que si c'est sa pertinence, si c'était repositionné en disant non, moi je vais être le champion, je vais être invaincu et tout, on le prendrait pas au sérieux parce qu'il a perdu trop de fois en fait pour ça. Oui, Il est obligé de se repositionner, c'est une stratégie comme une autre. Quand tu es invaincu, que tu es super bon, que tu éclates tout le monde, là effectivement tu peux dire le legacy et tout. Mais tout ça pour moi, encore une fois, c'est vraiment du marketing. Et si ça n'en est pas, si tu crois vraiment que la legacy c'est ton truc, c'est que tu es déjà vraiment très très bien. C'est que tu as compris que tu as tué le game quoi qu'il arrive. Et que c'est du surplus, quoi. Oui. Pour autant, je pense que ça ne veut pas pour autant dire, parce que du coup, là, peut-être que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous entendent, peut-être là, qui sont choquées, qui ah putain, mais en fait, ok, d'accord, ils ne pensent vraiment qu'au fric. Et en fait, pour moi, en tout cas, je pense qu'il faut bien qu'on dise aussi que c'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils font ça pour gagner de l'argent et parce qu'ils veulent se mettre à l'abri que, en gros, ils n'aiment pas leur métier de combattant et qu'ils font ça uniquement parce qu'ils sont dans un objectif mercantile. Même si leur objectif probablement premier, c'est donc de vraiment, vraiment avoir suffisamment d'argent pour après ne plus avoir à angoisser par rapport à ça, en même temps, je pense que la majorité écrasante, mais même quasiment tous, je pense des combattants, par exemple à l'UFC, ils adorent ce qu'ils font. C'est-à-dire que oui, ils font ça pour l'argent, mais ils font ça aussi parce qu'ils ont la chance de pouvoir gagner cet argent et de l'argent en faisant ce qu'ils ont toujours rêvé de faire et ce qu'ils adorent faire le plus. Je suis pas forcément d'accord. Je pense pas que la majorité écrasante des mecs qui combattent, parce qu'il faut savoir ce que c'est que la réalité de vivre quand tu es un combattant et que tu n'es pas connu. Je pense pas que ces gens-là apprécient particulièrement ce truc-là. Je pense juste qu'ils sont arrivés à un moment où de toute façon les voies de secours sont moindres.
c'est quoi en fait les opportunités qu'ils ont? C'est d'être soit dans un gym et de préparer les autres, de faire le sac de frappe, c'est-à-dire le sparring, et t'es payé au nombre de rounds sur lesquels tu tournes et tout, donc c'est pas un destin qui est enviable. Ou alors t'es genre videur ou un truc comme ça et c'est pas enviable non plus. Donc je pense que la réalité, c'est que c'est un métier qui est très très difficile. D'ailleurs, la plupart des combattants ne veulent pas que leurs enfants deviennent combattants. C'est bien la preuve qu'ils apprécient pas particulièrement ce truc-là. Donc je pense que c'est encore une forme de romantisme. On l'a tous parce qu'on voit et on pratique. On sait pas ce que c'est que le sacrifice du jour, enfin tous les jours, d'aller en chier au gym. On ne sait pas, personne ne le fait parmi nous ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a une pratique sportive. Moi, je vais m'entraîner 2-3 fois par semaine. C'est cool, c'est drôle. Et forcément, si on me parle, si on me disait ouais, si tu as eu la chance de faire ça plutôt que d'aller tous les jours mettre ton cul passer assis, mettre ton cul sur un bureau et devant un bureau et travailler pour un patron qui te casse les couilles. C'est vrai que moi, dans mon fantasme, je ne connais pas le truc, ben, je vais dire ah bah oui, j'aurais préféré être combattant. Mais bon, être combattant, c'est tellement de sacrifices, quoi. En plus, t'as quelques, enfin, faut bien réussir sa vie, quoi. Enfin, faut pas se rater parce qu'après derrière, t'as pas de reconversion possible et le destin des combattants qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de tous ceux qui ont des bilans négatifs et tout, que ce soit en boxe ou en MMA, mais il n'est pas enviable du tout. On en connaît tous. On a tous croisé des gens dans les salles de boxe ou un truc comme ça qui ont eu un passé de pépites ou de prospects et tout, et qui sont passés à côté et qui, du coup, maintenant, ben, je suis désolé, mais font un peu peine à voir, tu vois. Donc, c'est terrifiant, mais il faut le dire vraiment. Et je pense que bon, bah, ceux qui m'insulteront, des gens qui, à mon avis, ne réfléchissent pas beaucoup sur cette. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un truc qui est concret, c'est réaliste, tu vois. Faut être réaliste à un moment donné. Genre, en faire sa vie, c'est compliqué. Alors, évidemment, ce qui distingue les mecs qui réussissent, et je pense que c'est pour ça que tu disais, la plupart, ils adorent ça, je pense que ceux qui adorent, enfin, qui réussissent vraiment, qui arrivent très très loin, eh ben, ils ont un goût, ils arrivent tout le temps à ne jamais s'en lasser. Ils rentrent jamais dans une routine. Et ça existe. Je pense qu'il y a des gens, ils arrivent, tu vois, quand tu vois Senchai, par exemple, s'amuser à faire du sparring avec ses potes, tu vois qu'il s'amuse tout le temps, le mec. Après, tu as un niveau aussi. Bah ouais, mais pourtant, le mec, il a commencé, je pense, à 7 ans ou 6 ans, donc il devrait être lassé de chez lassé de ce truc-là. Mais non, il s'éclate. Donc ça existe. Mais je pense qu'on ne peut pas dire, franchement, je suis désolé, hein, mais on ne peut pas dire que la majorité des gens sont amoureux de ce truc-là. Enfin, surtout quand ils sont arrivés au stade professionnel. Je veux bien. Après, parce que Ross, là, voyait aussi le haut du panier, mais c'est vrai que quand on voit des gars qui ont 37 piges, qui sont toujours au Cage Warrior, et qui ont, comme tu le dis, un bilan qui est négatif ou qui est juste à l'équilibre, avec plus de 25 combats, je pense que là, c'est compliqué parce que tu te dis, tu acceptes les combats contre des tueurs parce que tu as quand même ce paycheck qui n'est pas énorme non plus, et c'est juste parce que tu en as besoin financièrement. Et puis aussi, il y a un espèce de tabou, mine de rien, avec le MMA, et puis même dans les sports de combat avec le côté financier, parce que tu sais que tu peux pas dire, par exemple, je suis champion du Cage Warriors, mais je suis payé des clopinettes alors que j'ai quand même ce titre-là. Donc c'est vrai que tu peux pas le dire en interview ou même sur tes réseaux sociaux de dire je combats pour l'argent alors que tu vas avoir une ceinture mondiale. Enfin, faut aussi faire un petit peu rêver les gens. Parce que sinon, si les gens savaient que tu as besoin d'être à l'UFC et d'être parmi les meilleurs à l'UFC pour être confortable, à l'aise financièrement, je pense que tu aurais une bonne partie de tout l'imaginaire qui s'effondrerait, et puis deux, les gens soit regarderaient moins, soit se diraient bah ouais, franchement, mec, c'est quand même chaud. Ouais. Après, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. En fait, après réflexion, effectivement, je vais modérer mes propos et dire c'est vrai. Peut-être qu'ils sont pas tous amoureux du sport, etc. En fait, c'est vrai que ça paraît un peu naïf. Je pense néanmoins, et en fait, et je suis d'accord aussi avec toi, Polydomso, sur le fait que bah, probablement, en fait, arrivé à un moment donné, il y a probablement la majorité qui ont comment dire, qui ont eu des facilités dans ce sport-là, qui ont eu un talent, qui ont fait qu'ils sont allés plus loin que les autres quand ils ont commencé à le faire, et qui maintenant, probablement, en fait, c'est pas qu'ils ont plus le choix, mais c'est que Et là, tu parles de quel niveau là? Tu parles de quel niveau? Ben, là, du coup, je me situe ouais, sur, par exemple, comment dire, du top, entre le top 20, top 40 de l'UFC, ou alors ceux qui combattent au Cage Warriors. Parce qu'il faut comprendre, ouais, voilà, il faut comprendre que le journeyman, même celui qui a genre un bilan à l'équilibre ou légèrement négatif, c'est déjà le haut du panier. C'est déjà des mecs qui mettaient des fessées à tout le monde dans leur club. Hein. Il faut, je veux dire, pour avoir moi personnellement sparé avec des pros qui avaient des bilans négatifs, mais je me suis fait mais laver quoi. Enfin, c'est pas comparable quoi. C'est les gens qui en font leur vie, c'est différent quoi. Ouais. Mais après, d'un autre côté, je sais pas. En fait, là où c'est un peu compliqué, c'est effectivement de faire pas des pourcentages, mais en tout cas d'essayer de dire une majorité, parce que c'est vrai qu'au final, finalement, j'en sais rien. C'est vrai que je sais pas quelle est la part
de motivation chez, comment dire, ceux qui sont le haut du panier, le milieu du panier, etc. En fait, finalement, j'en sais rien. C'est vrai. Tout ce que je sais, c'est que on a entendu à tous les niveaux, c'est-à-dire même des gars qui sont au Cage Warriors et qui sont, comment dire, ou même dans d'autres organisations européennes, et qui clairement en fait continuent de le faire simplement parce qu'ils kiffent. En fait, ils ont un taf à côté. Après, eux ont un taf à côté. Mais d'un autre côté, alors là pour le coup, on peut le dire, l'écrasante majorité des gens qui font du MMA ont aussi un taf à côté. Enfin, ça par contre, il faut se le dire. Les gens qui peuvent en vivre, et ben en fait, c'est vraiment c'est que chic. Et on connaît quand même tellement, tellement d'histoires et de combattants qui sont même des combattants au niveau régional, c'est-à-dire, bah, disons, qui font les entrées de cartes sur les Cage Warriors, les entrées de cartes sur les Bellator Italie ou trucs comme ça, et qui font ça uniquement parce qu'ils adorent ce sport. Des gars qui kiffent tellement, comment dire, se la mettre contre un autre être humain et puis comparer un peu les performances, les qualités, les caractéristiques, les compétences. Bah, en fait, ça, en revanche, je pense que c'est vraiment une bonne partie des combattants. Oui. Une bonne part. Ah non, mais non. Et franchement, je pense. Non. Honnêtement, je pense. Non, en plus, c'est dynamique. Parce que moi, je pense que ton appréhension du sport, elle évolue selon ta carrière. Évidemment, celui qui réussit sa carrière, il va adorer son sport, tu vois. Ah non, mais en revanche, celui qui mais commence... justement, et je pense que même ceux qui ne réussissent pas nécessairement leur carrière Alors ont après, cet amour du truc. Voilà, parce que là, il est vraiment au niveau. Ils vont te le dire. Là, je rejoins un peu Russ dans le sens où on parle vraiment de toutes les cartes, tu vois, qui sont pas diffusées, mais qui nourrissent toutes les compétitions européennes où à chaque fois les mecs sont payés 150, 200 balles, où là, tu as vraiment, vraiment beaucoup de gars et les mecs, c'est des. Enfin, concrètement, je dis pas qu'on pourrait participer, mais c'est des niveaux, c'est pas amateur, mais voilà quoi. Et là, il y a beaucoup de gars qui font ça juste. Non, ce que je conseillerais, je dirais pas que c'est de l'amour, parce que encore une fois, je te dis, j'ai du mal à imaginer que le mec qui se fait cartonner et qui en plus il sait qu'il va se faire cartonner et tout ça, qu'il fasse ça juste pour le kiff. Pour moi, ça c'est un truc. Mais forcément, il le dit, tu vois, mais il va pas dire ah ouais putain, je me fais cartonner tous les week-ends, voilà, c'est cool, tu vois, genre non. Ouais, mais là tu prends un exemple. Non, mais parce que sinon ils sont pas dans le game des journeyman, tu vois. C'est parce qu'on parle de journeyman là en fait. Et moi je suis désolé. Un journeyman, ça peut être un mec qui a un bilan de genre, tu sais, 12-14 et il y va, il sait pas s'il va se faire cartonner. Parce que Là, on parle vraiment de petites compétitions de MMA qui sont au fin fond de l'Espagne ou fin fond de l'Italie. C'est pas la majorité des combattants, ça. Je suis désolé. C'est une frange. Numériquement, je pense. Il y en a pas mal. Hein. Ouais, mais pas mal. Parce que toi, tu faisais référence à quoi? Ou au mec, au contraire, qui, par exemple, le dernier gars qui a fait Sergio Pettis? En plus, ouais, par exemple, mais non, mais même sans aller jusque-là, même les mecs qui ont des bilans négatifs et qui touchent pas un copec, je pense qu'il y a aussi une part d'obsession là-dedans, tu vois. Genre, c'est tout, tu vois. Genre, tu peux pas admettre que tu as tort, que tu as consacré tant de temps à ce truc-là et que finalement, t'es pas au niveau, quoi. C'est complexe, un être humain, tu vois. Genre, là pour le coup, je suis désolé, je trouve ça excessivement naïf de croire, en fait, déjà les intéressés. C'est-à-dire, évidemment, eux, ils vont te dire que c'est magnifique, mais bon, concrètement, quand tu as des migraines toutes les semaines, parce que tu prends des coups dans la tête et tout, et que tu n'as aucune perspective d'évolution, et bah c'est pas ouf, tu vois. Donc je pense qu'il y a une part obsessionnelle, il y a une part de routine aussi, parce que bon, tu as aussi l'esprit de la salle, tu vois, genre tu vas t'entraîner avec tes potes, ils vont dire ah tu vas combattre et tout, donc tu as tout un truc. Je sais pas si c'est le combat qu'ils aiment. En revanche, ça fait partie de leur vie, tu vois. C'est-à-dire effectivement, ils connaissent le mec de la salle, leur entraîneur, qui les motive. Eux, ils ont parmi les gens qui connaissent même hors du sport, l'étiquette combattant. Donc en fait, ils sont stigmatisés comme ça aussi par le reste de la société. Dire leurs potes, leurs patrons, leurs femmes et tout, leur dire ah bah ouais, tu vas combattre, machin et tout. Donc ils sont dans une espèce d'engrenage. Et qui fait que c'est effectivement, sinon il n'y a pas de motivation. Parce que oui, 150 balles ou 200 balles par apparition, en plus tu as un taf à côté, effectivement, on ne peut pas dire qu'ils font ça pour l'argent. Mais ça, là, c'est un autre processus, je pense. Un processus d'entraînement et de stigmatisation, d'obsession et d'habitus que tu développes par la force des choses. Mais je suis désolé, à part une minorité, je pense pas que les gens fassent ça vraiment juste par goût du sport, quoi. C'est pas possible. Je pense que si. Eh bien, accordons-nous sur un désaccord parce que tu n'arriveras pas à faire complètement, oui. Enfin, agree to disagree, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, tu vois, et je me dis aussi, je pense que ça peut être, comment dire, ça peut être de l'habitude, mais ça peut aussi être, tu vois, même si c'est un combat qui n'a aucune incidence parce que la personne a déjà un certain âge et qu'elle combat sur une carte qui n'a pas vraiment d'envergure, etc., ça lui fait un objectif, tu vois, enfin, dans sa vie, ça lui fait à 2 mois, dans un terme de 2 mois, ça lui fait un truc qui le motive pour se préparer, pour s'entraîner,
on a besoin d'objectifs en tant qu'être humain pour progresser, des trucs comme ça. Et je pense que même si ce sont des objectifs qui n'ont pas de résonance mondiale, le mec, il n'est pas en mondovision et tout ça, eh ben, je pense qu'on a besoin de ça. Et lui, à son niveau, lui ou elle, eh ben, ça lui fait un objectif qui, dans sa vie, même si d'accord, mais là, on est quasiment plus dans le domaine professionnel. On est limitrophe, genre c'est amateur et de temps en temps une compétition. Et là, c'est pas pareil. Je suis d'accord que ceux qui font ça, genre comme ça, en tant qu'amateur, enfin amateur plus, bah oui, ils le font pour le goût parce qu'ils ont rien à en tirer. Mais moi, tu vois, je vais prendre un exemple frappant. Par exemple, un mec comme Travis Fulton, je pense pas qu'il apprécie particulièrement le MMA. Pourtant, il en fait depuis des années. Mais lui, c'est oui, c'est le journeyman, tu vois. Le journeyman. Et en plus, un des meilleurs journeyman parce qu'il n'a pas un bilan négatif. Enfin, ça va, tu vois, genre il se défend, c'est pas le bas du bas, tu vois. Ceux qui, effectivement, alors là, je te rejoins, je suis d'accord, les mecs qui font ça parce que c'est leur pratique sportive et que du coup, c'est quasiment comme quand tu fais des compètes de classe B ou un truc comme ça en France, tu vois. Bah là, évidemment, tu le fais par goût, tu vois. Mais des mecs comme ça, on a quand même beaucoup, parce que quand tu regardes la plupart des petites cartes, ou avec notre cher Rust, de temps en temps, nous sommes mêlés à ces trucs-là. Justement, tu vois, le main co-main, c'est 2 combattants pro, mais des mecs qui montent. Et le reste, c'est que des combattants régionaux de chez régionaux face à un mec qui a envie de combattre. Mais tu vois, pour lui, c'est, je vais presque dire, le petit voyage touristique du week-end qui lui permet de faire une coupure parce que justement, il a sa femme, il a son job, il a son gosse. C'est vrai qu'en termes, si tu prends numériquement tout ça, je pense que tu as une part énorme. Moi, c'est vraiment dans ce sens-là, je pense. Je sais pas si c'est énorme parce que je pense qu'en plus, ces gens-là, ils restent pas très longtemps dans le sport en fait. Ceux qui font genre 2, 3, 4 combats comme ça et tout. Si c'est vraiment. Enfin, après, peut-être j'analyse mal le phénomène, je suis d'accord, mais. Bref, je sais pas. J'ai pas les chiffres, j'ai pas envie de me. Bien, on avance, mais en tout cas, il y a 2 sortes de trucs. Et c'est vrai que il y a aussi, mine de rien, on n'en a pas vraiment parlé, mais ces combattants-là qui restent un petit peu trop longtemps. Et là, juste pour l'argent, on va penser par exemple au BJ Penn ou au mec comme Mark Hunt qui, sur la fin, savait juste qu'il allait avoir ses 800 000 $, s'entraînait pas spécialement, mais venait pour prendre ce gros chèque aussi. Ou là, c'est un peu différent parce qu'il a réussi à prouver sportivement, mais là, pour le coup, l'argent reste quand même une énorme motivation. Pour BJ Penn Pour Mark Hunt. Ah oui, pour Mark Hunt, ouais. Ouais, Mark Hunt, je sais pas, parce que BJ Penn, en revanche, lui, c'est assez intéressant parce que, tu vois, il faisait partie des exceptions, qui, en gros, étaient de très bonnes familles et qui avaient aucun problème d'argent pour commencer. Et ça a été un surdoué d'abord du jiu-jitsu brésilien et ensuite du MMA. Et lui, en plus, lui, du coup, il est devenu champion très vite. Il est devenu relativement. Je sais pas combien il gagnait, mais je pense qu'étant champion, il gagnait bien sa vie. Et la fin de sa carrière, je pense qu'il devait aussi pas mal enquiller. Et lui, en revanche, ça fait partie, je pense, des exceptions qui revenaient dans la cage. Bon, probablement pour cachetonner aussi, on va pas se mentir, mais parce que lui, je pense qu'il a une relation au combat qui est maintenant presque malsaine en fait, enfin, à la compétition et au combat. Mais pour Mark Hunt, c'est vrai que oui, quand tu fais 700 000 à chaque combat, c'est vrai que ça te donne envie de te lever le matin, quoi. C'est sûr. Cela dit, après, Mark Hunt, il combat, quoi. Parce que l'expression la plus triste de ce truc-là, c'est genre Bob Sapp, tu vois, ou Jackson, ou un truc comme ça, où les mecs ne font même plus l'effort, quoi. Ouais. Et, mais ouais, c'est une question compliquée, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il y a il y a un énorme romantisme là-dessus, vraiment, de la part des gens qui ne sont pas forcément pros, quoi. Après, je suis peut-être trop pessimiste, peut-être, je le concède, mais. Vous l'êtes, mon cher Polydome, vous l'êtes. Enfin bref, avançons un petit peu. Question de Diegan. Question Triple C. Salut l'équipe. J'ai essayé sur Insta, donc je try hard par mail. podcast.com. D'abord, merci pour vos posts réguliers qui contribuent à égayer les journées de confinement et plus généralement pour votre taf qui transpire la passion. Au sujet d'Adesanya, au vu de ce qu'il a montré contre Romero, n'avez-vous pas peur dans la perspective du fight contre Paulo Costa? On parle d'une belle gestion du fight contre Tonton Yoel, mais perso, je trouvais que le Nigérian timoré est flippé devant la puissance de Romero. Cela ne me rassure pas sur sa capacité à faire face à un panzer humain qui frappe aussi fort et avec plus de volume que Romero. Plus globalement, croyez-vous sérieusement à son passage dans la catégorie du dessus? Il se vante d'avoir combattu en lourd en kick, mais à ma connaissance, ce n'était pas Badr ni Rico, mais d'illustres inconnus lors d'un obscur gala en Nouvelle-Zélande.
Alors bon, on y a déjà répondu, je crois, à cette question, Ah oui. mais bon, on va quand même pouvoir en parler. Je trouve notre très cher auditeur un petit peu dur, malheureusement, avec ce cher Israël Adesanya. Parce que certes, c'était pas les meilleurs quand il a combattu les poids lourds, mais c'était quoi, 4 combats en une soirée? Ouais, C'est non, ça, Il y avait un ou deux noms, hein, si je ne m'abuse. je sais. Non, c'est vrai que effectivement, c'était peut-être pas le haut du panier. Mais en fait, oui, j'ai surréagi directement parce qu'en fait, dans ma tête, il a combattu Pereira et tout ça, et donc je m'étais dit, Ah oui, mais c'est vrai que c'était pas des poids lourds, donc non. effectivement. Mais je sais pas, c'est quoi la question exacte? Bah, C'est la est-ce qu'on a question, c'était peur pour sinon, Paulo Costa et tout? qu'est-ce que ça allait donner contre Paulo Costa? Et je crois ça fait 4 ou 5 fois qu'on le dit. Bon, il y aura, Ouais. je pense, un premier round qui sera très, 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 très chaud. Et après, ça devrait aller un petit peu mieux, à mon avis. Ouais. Et encore, même stylistiquement, je pense que là, c'était le côté inconnu et t'as pas envie de t'engager contre Romero. Contre Costa, en fait, je pense qu'il sera plus à l'aise, paradoxalement, même si le mec est monstrueux et j'adore Paulo Costa. Mais je pense qu'il aura moins de mal à appréhender Costa que Romero. Voilà. Je m'aligne sur l'avis de Rust. Je pense que les dynamiques de combat Alléluia. sont pas du tout les mêmes. Ouais. Contre Ouais. Romero, t'es vraiment t'es sur un champ de mine, quoi. Je veux dire, tu sais pas où est-ce que tu vas marcher. T'es toujours à 1 millimètre d'entendre le déclic qui annonce ta mort, quoi. En gros, vraiment, c'est si tu fais un geste, ça pardonne pas, quoi. Et Ouais. il est imprévisible, Romero. Il peut vraiment prendre 2 rounds où il fait rien, et puis à un moment donné, il va te faire un truc complètement qui sort de nulle part. Enfin, c'est ça qui est très chiant quand tu combats un mec comme Romero. Et surtout quand tu es une espèce de styliste comme Adesanya, où tu mises Ouais. beaucoup sur les réactions des autres, déclencher les réactions, manipuler en fait ton adversaire, ça marche pas avec Romero. Donc c'est forcément, tu vas être attentiste parce que tu vas dire, oh, putain, faut pas trop que je m'engage et tout, je vais Ouais. essayer de me tenir à distance et tout. C'est pas du tout pareil avec Costa. Costa, Bah, tu sais sais ce ce qu'il qu'il va va faire. faire, hein. Ouais, tu sais ce qu'il va Exactement. faire. Ça veut pas dire que c'est facile à éviter, mais tu sais ce qu'il va faire. Et je pense que il y aura pas, t'as pas le loisir d'être timoré contre Costa, c'est pas possible. Ouais. T'as pas le temps. Ça s'est passé contre Romero parce qu'en fait, effectivement, bah, ils se sont mis tous les deux en mode contreur. Donc Ouais. deux contreurs qui se regardent en chien de faïence, il se passe rien, quoi. En revanche, Costa, bah, il avance dessus, il vient te chercher, quoi. Je sais pas ce Ouais, qu'est en train de c'est faire ça. Guillaume derrière, mais Non, mais il y a eu bref, il y a eu une espèce de bestiole. et donc du coup, il pourra pas être attentiste dans ce cas de Ouais. figure. Et je pense qu'en fait, lui, Ça l'arrange. plus tu lui offres C'est d'opportunités pour ça. passer ses comptes, mieux c'est. Donc Ouais. je pense que c'est pas du tout la même dynamique de combat. C'est Donc c'est pas comparable. exactement. Bravo, messieurs. Question d'Andy. Question podcast à eu la sueur. Merci encore pour toutes ces chroniques qui sortent en ce moment. Ça ne se refuse pas. Qui plus est avec le trio de choc enfin rassemblé. Petite question un peu plus légère et singulière à vous poser. Oula. Je suis retombé tour à tour sur les vidéos de l'UFC 199, Bisping versus Rockhold, avec notre cher British en roue libre qui, en plus de mettre KO Rockhold, ce dernier l'a littéralement anéanti dans les conférences de presse de façon hilarante, et aussi sur la vidéo de Shannon Briggs qui stalk en bateau Vladimir Klitschko en train de faire du paddle, tranquille pour lui rouler dessus. Let's go, champ! Et ensuite, le faire tomber. Ainsi, certains extraits du Tough DSL, ne me lynchez pas, avec certaines saisons vraiment drôles, type Vanderlei contre Sonnen. Bref, je t'ai littéralement plié en deux en voyant tout ça. D'où ma question. Attention, messieurs, quels sont vos moments, répliques qui vous font le plus marrer en MMA et boxe? Au plaisir, Andy. J'en ai un qui me vient en tête, alors c'est Ken ou Frank Shamrock, je les confonds toujours les noms, mais contre la revanche contre Tito Ortiz. Et pourtant, j'aime pas trop Tito Ortiz, mais quand Frank ou Ken Shamrock, je sais plus lequel des deux, c'est terrible. C'est le nom, en fait. Je vois très bien le visage dans ma tête, mais c'est le nom, en fait, que je mélange, qui est ultra sérieux en conférence de presse et qui dit I'm gonna beat you into the living death, tu vois, et t'as Tito Ortiz qui explose de rire. Et Frank Shamrock qui pète un câble, qui envoie le truc. Enfin, je sais pas, la dynamique du truc me fait vraiment marrer. Alors que c'est pas très très drôle en soi, mais c'est juste l'ambiance qui s'en dégage m'a vraiment fait marrer. Ouais. Non, Alors, c'est mon vrai. cher Rust. Avec cette fameuse chaise que Dana White rattrape Mais oui, c'est au ça. vol. C'est ça. Euh, des moments qui m'ont fait marrer. Il y en a eu pas mal, mais là tout de suite, mais c'est vrai que déjà, en fait, j'adore les gens qui ont de la répartie. Et Bisping, c'est vrai que ça fait partie de ces mecs-là.
c'est vraiment c'est la répartie, tu sais, à l'anglaise, mais c'est vraiment banlieusard anglais, mais vraiment qui en a à l'intérieur du ciboulot, quoi. Et du coup, quand ça part en battle, et je suis d'accord avec l'auditeur, quand c'était Rockhold contre Bisping, c'est horrible parce que c'est un agneau sacrifié, Rockhold, parce que bon, on peut pas dire que Rockhold ait beaucoup de réparties, on peut pas dire qu'il soit extrêmement vif, disons, verbalement. Et c'est vrai que c'était un massacre, quoi. Mais c'était une autoroute pour Bisping, il en a profité. Et c'est vrai que c'était marrant avec ce fameux Believe, Achieve, ou je sais pas trop quoi, il l'a tamponné direct sur ce truc-là. Il l'a, comment dire, ouais, enfin, il y a eu pas mal de moments avec Bisping qui m'ont beaucoup fait rire. Et puis Nate Diaz aussi, pareil, Nate Diaz avec ses répliques, quelle que soit la conférence de presse, quand il y a Nate Diaz, tu peux être sûr que tu vas te marrer. Donc, ouais, moi, Bah, la fameuse conférence de presse pour le premier combat avec Conor McGregor était mortelle. Oui, oh oui. ouais. Ouais, Et, quand c'était quoi dans l'endroit où ils filmaient le TUF, c'est ça où ils avaient fait la conférence, non? je sais plus. Je sais plus. Moi, je me réfère à la fameuse réplique là, de Nate Diaz qui me dit ouais, quand tu touches pipi, quand tu joues à touche pipi avec ton putain de connard à queue de cheval, ça m'avait vraiment fait marrer, quoi. D'ailleurs, c'est la première fois où Conor McGregor a fermé sa gueule juste derrière parce qu'il n'avait rien à dire, il a juste rajusté sa cravate, genre. Je suis sûr que dans sa tête, c'était merde, touché quand même, tu vois. Ouais. Mais ouais. Non, et puis là, il y a le. Oh, fameux mec, là, c'était quoi? C'est David Temur? Watch your underwear? Ah oui, ça fuck c'était you. très très drôle. I'm gonna fuck you, man. Ouais, ouais, non. Ça, franchement, c'est légendaire. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Légendaire, je pense que c'est tout. Mais il y a d'autres moments marrants. Oui, là, je suis Mais déçu. le Là, je problème, suis c'est que là, déçu. on est un peu pris de court, c'est pour ça, parce Ouais. que je Ah, il y a sais. le fameux moment où t'as Ariel éloigné et Rampage Jackson dans le métro et t'as un mec qui reconnaît Rampage Jackson et t'as Rampage Jackson qui le fixe. Ah, C'est marrant mais malaisant en même temps, mais il y en a Ouais. plein, il y en a plein des moments comme ça. Il y a le moment aussi au TUF, mais du coup, je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il faisait référence, l'auditeur, où c'était le TUF Bisping contre Miller, comment il s'appelle putain, Ah oui, Jason Miller. Jason Et je vois Miller. exactement le truc, Oui. c'était très très drôle. Avec la table de ping-pong, là. Oui, c'est surtout le rire de Miller derrière qui est vraiment à mourir de rire, quoi. Oh, le truc, c'est que du coup, Plus il parle d'un mouvement de tête, il fait ah, mais comme ça. en gros, c'est Bisping et Miller, du coup, c'est les deux coachs des saisons de TUF, et du coup, en gros, ils sont mis l'un contre l'autre dans des épreuves. Et l'une des épreuves, c'est le ping-pong. Et du coup, visiblement, Bisping avait dû remporter la partie de ping-pong. Et si je me souviens bien, du coup, ils avaient mis la table de ping-pong en haut d'un building. Avec Dana White. Avec Dana White, bien sûr, parce que c'est Dana White, il avait son fat stack de billets, etc. Et Bisping gagne la partie, et je crois que c'était pour célébrer. Il commence à monter sur la table de ping-pong et à faire des trucs comme ça, genre, je te l'ai bien mise, hein. Et en gros, au moment de redescendre, il trébuche, et tu le vois sortir du champ avec un bruit sourd. Il a dû Et en fait, s'exploser la dans le rythme de la vidéo, tu vois Bisping qui disparaît du cadre. Et tu vois juste Jason Miller qui regarde et qui explose de rire. Et franchement, c'est mortel, quoi. La vidéo, elle est mortelle. Et je pensais aussi, je crois que c'était au Dream. Alors, je me souviens plus du combattant, mais t'as un mec qui combattait contre Shinya Aoki à un moment donné. Et t'as Shinya Aoki qui se retrouve dans son dos, donc il est en galère, là. Le mec, il est en PLS. Et il se retrouve face aux caméras, tu vois, il est à quatre pattes avec putain de Shinya Aoki sur ton dos, ce qui est jamais une bonne chose. Il regarde la caméra et là où il défend le rire naked choke, il fait Hello Japan! Et là, il se prend le rire naked choke en 2 secondes. Et tout. Oui, c'est légendaire ça, parce qu'il se fait vraiment finir en plus, le mec. Ah ouais, non, il y a une microseconde, faut pas déconner avec Shinya. Non, mais surtout, pourquoi? Mais bref. Si, si. Attendez, j'en pense encore à quelques-unes avec Moussassi aussi. Il y en a deux auxquelles je pense là qui m'ont fait marrer. La première, c'est un truc, je pense qu'en cherchant bien, on peut le retrouver. C'est parce que Moussassi, en fait, a été à un moment donné dans la team de Fedor. Enfin, il s'entraînait avec Fedor. Et à un moment donné, ils sont dans un bus avec Fedor. Et Moussassi est juste derrière le siège de Fedor. Non, c'est encore mieux, c'est l'inverse. Ok, il faut absolument que je retrouve la vidéo. En gros, il y a Moussassi qui est en train de faire son truc, de parler, d'écouter de la musique, etc. Devant Fedor. Donc Fedor est dans le siège derrière dans le bus. Et je crois que Fedor
a pris à un moment donné des glaçons parce qu'il devait, je sais pas, avoir une glacière à côté. Et en gros, il les a mis dans le caleçon de Moussassi. Il y avait c'est ça. ça, ouais. Et Ce qui est très drôle dans cette vidéo, c'est les commentaires qu'il y a en dessous. Parce que tu as des commentaires qui te disent tu sais que tu es dans un bus de tueur quand celui qui se fait bolosser, c'est Gégar Moussassi. Et tu as aussi, juste après, tu as Moussassi qui essaie de faire écouter sa musique à Fedor. Tu as Fedor qui écoute. Il retire l'écouteur, il fait oh putain, quelle merde. Et il y a aussi. L'attitude de Fedor. Elle est énorme. Et c'est vrai que Moussassi, il y a aussi des moments marrants, même en interview, parce que Moussassi, il y a eu deux carrières médiatiquement, en fait. Il y a eu deux Moussassi. Il y a eu le Moussassi avant, à l'UFC, ou même avant, quand il disait, ouais, il faut être, comment dire, pas un mot plus haut que l'autre, il faut être un samouraï, bon, pas de trash talk, etc. Et en fait, il y a eu un moment donné où il a eu une désillusion à l'UFC, il s'est rendu compte que, ah ouais, ok, je crois que c'était avec Machida ou je sais plus trop quoi, bon, qu'ils aillent se faire foutre, et il a commencé à faire du vrai trash talk. Et du coup, il y a eu son fameux quand il a commencé à accuser Machida de tricherie, etc., et qu'il a commencé à se faire clasher. Il a commencé à lâcher en interview ouais, ils peuvent tous se mettre en ligne et me la sucer, tu vois. Et en gros, They can all get in line a second. Et voilà. Et quand c'était le Moussassi qui commence à faire du trash talk, c'était quand même assez rigolo parce qu'il est, c'est un homme rigolo quand même. C'est un homme rigolo, ce sacré Gegard. Bien. Question d'Elvis. Salut à vous, j'aurais une question pour une prochaine vidéo. Pour vous, quelle est la meilleure catégorie? Celle qui a offert les meilleurs combattants, les meilleurs combats, les meilleures rivalités et le plus de spectacles? Merci de votre réponse. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup, Elvis. Alors, c'est chaud. ça, C'est c'est chaud aussi. compliqué. La meilleure en termes de compétition, c'est la lightweight, je pense. Ouais. Celle où il y a le plus de. Enfin, tu vois, quand tu regardes le top 10, mais chaque année, c'est toujours un Lightweight et top 10 welterweight. c'est toujours. Putain, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Parce que tu as des catégories, franchement, elles vivent sur 3 combattants, quoi. Ouais. Surtout quand tu remontes dans le temps, quoi. Parce qu'en fait, c'est fou. Lightweight, ça a toujours été un vivier. Il n'y a jamais eu de long règne non plus chez les lightweight aussi. Bah, t'as BJ Penn quand même qui a été longtemps invaincu en lightweight, mais Ouais. c'était dans les débuts, ça. Enfin, pour le coup. Ouais, non, c'est compliqué. Frankie Edgar, il a pas eu un 4 combats, un truc comme ça? Je l'ai mis ici, mais je crois que c'est 3 défenses de titre, un truc comme ça, Max. C'est pas Benson Anderson. Ouais, peut-être Benson, ouais. Ou Anthony Pettis aussi. Je sais pas, ça bouge trop vite, il y a un turnover de. C'est ça. Ouais, non, mais quelle catégorie, hein, on va dire ça. Ouais. Hein. Ouais, on va s'accorder pour la catégorie lightweight. Et messieurs, on a une question Instagram par rapport à ce qu'Anthony Joshua a dit. Messieurs, question de notre cher Antoine. Salut les gars, je réagis au pronostic d'Anthony Joshua. Anthony Joshua qui a dit qu'il voyait une victoire de Mike Tyson sur Mohamed Ali. Qu'en pensez-vous? Donc bien sûr, ça fait partie de ces combats qui font un petit peu fantasmer public, qui n'ont bien évidemment jamais lieu. Hein. Et pour Anthony Joshua, il avait dit que son pronostic, c'était une victoire de Mike Tyson parce que Mike Tyson a combattu contre des vrais heavyweights. Alors que c'est vrai qu'à l'époque de justement Mohamed Ali, il n'y avait pas de catégorie cruiserweight justement, et étaient tous plus fins. C'est vrai que c'est très compliqué de faire un pronostic parce que c'est deux époques complètement différentes. Donc forcément, après, je trouve que l'argument est bancal parce que Mike Tyson, c'est un tout petit heavyweight. Donc je trouve pas que cet argument. Non, en fait, Anthony Joshua défend sa paroisse parce que en soutenant en fait que Mike Tyson, parce que le sport évolue entre guillemets, c'est les partisans de l'évolution du sport, il insinue l'idée que comme lui c'est un des derniers champions en date, quelque part il est supérieur aux champions qui l'ont précédé. Et tout le monde fonctionne comme ça. C'est une rhétorique évidemment. Tu vas pas dire les meilleurs c'était avant moi et moi de toute façon qui suis champion, je ne suis pas le dépositaire légitime de leur héritage. C'est sûr, il va dire ça. Après, il faut bien savoir ce qu'on dit en fait quand on parle de Mike Tyson qui combat Mohamed Ali parce que c'est très intéressant parce qu'ils n'ont pas du tout la même carrière ces mecs-là. Si on parle de Mike Tyson à son pic, genre quand il chope le titre, et si tu prends ce Mike Tyson-là et que tu le fais affronter le meilleur de Mohamed Ali, moi déjà je ne sais même pas sur quoi on peut s'accorder pour définir quel est le meilleur de Mohamed Ali. J'ai une opinion très dissidente là-dessus et j'en avais fait part à mes collègues. Alors, libre à vous de me pourrir et de me dire que je dis n'importe quoi, mais je trouve que le mythe de dire que Ali était meilleur avant sa séparation et qu'il a eu un énorme déclin après, et que c'est pour ça qu'il a perdu contre Joe Frazier, qu'il a perdu contre Norton, qu'il a perdu. Pour moi,
c'est pas qu'il était meilleur, enfin forcément bien meilleur, mais c'est qu'il était complètement différent. C'était pas le même combattant en fait. C'est-à-dire, je trouve que le Mohamed Ali d'avant la rupture est moins complet que le Mohamed Ali d'après la rupture. Alors certes, dans ce qu'il fait, il est plus rapide, plus athlétique, plus brillant, mais c'est plus un styliste. Je trouve que son style est moins varié. Il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire quand il était jeune et qui l'ont aidé ensuite dans sa carrière. Par exemple, il ne sait pas accrocher, il ne sait pas faire ce travail de rope et dope et d'encaissement. C'est pas du tout le même combattant en fait. Donc moi déjà, j'ai du mal quand on parle d'opposition Mike Tyson Mohamed Ali, parce que Mike Tyson, on s'accorde tous pour savoir à peu près quel est le meilleur Mike Tyson, parce qu'il y a vraiment il y a un gros déclin ensuite. Tandis que Mohamed Ali, pour moi, il y a matière à débat. Et donc, je vais en surprendre plus d'un. Moi, mon avis, c'est que si tu prends Mike Tyson à son meilleur et que tu le mets contre Cassius Clay, le mec qui a battu Sonny Liston, je pense que je vais être honnête, hein, je vais me faire déchirer, hein, mais je pense que Mike Tyson, il fume Mohamed Ali. Tu vois, oui, mais il peut pas encaisser. Oui. Je pense qu'à un moment, il se fait attraper. En plus, un des trucs qui marche bien de Mike Tyson. Et c'était l'un des arguments d'ailleurs d'Anthony Joshua. C'était que Mike Tyson faisait un peu ce qu'a fait Joe Frazier. Voilà. Bah, ouais, mais en plus, moi je trouve que Mike Tyson, tout le savoir-faire qu'il fait, c'est que c'est un petit heavyweight qui rentre très bien sur les jabs. Ouais. C'est sa force en fait. Quand tu vois quand il est au top, c'est la façon dont il casse la distance. Et ensuite, c'est un power puncher. Il travaille pas si bien que ça au corps. Il n'a pas cette science, tu vois, qu'a par exemple Joe Frazier, de se coller, d'avoir la tête collée contre la poitrine de l'adversaire et de travailler les reins et de travailler le foie et tout. Il n'est pas comme ça, Mike Tyson. Mike Tyson, c'est vraiment un boxeur puncher. Mais en fait, il sait très bien en fait rentrer dans la distance en étant très protégé en fait. Et moi, je pense que ça aurait été parfait contre Mohamed Ali parce que Mohamed Ali, par exemple, surtout quand il était jeune, il fait presque pas de coups au corps. Je vous mets au défi, il n'en fait quasiment pas en fait. Il vise tout le temps la tête. Et donc en fait, dans ces moments-là, je pense qu'en fait, il aurait peut-être galéré au début, possiblement. Peut-être il aurait eu du mal à le cadrer, mais à un moment donné, il l'aurait cadré et ça n'aurait pas pardonné. Moi, c'est mon avis. Ensuite, en revanche, et c'est là où j'ai une opinion qui est vraiment dissidente, je pense que Mohamed Ali, un peu plus vieux, le mec qui a battu justement George Foreman, qui a battu Joe Frazier 2 fois, qui a battu Ken Norton, qui a battu tous ces mecs-là. D'ailleurs, les meilleurs combattants qu'il a combattus, Mohamed Ali, c'est après sa césure, parce qu'à part Sonny Liston, franchement, il y a une différence de niveau. Hein, Et donc, du coup, je pense que ce Mohamed Ali-là, pour arriver, je pense qu'il aurait ses chances contre Mike Tyson. Ouais. Voilà. Bon, cher Rust, pas mieux. Mais oui, mais de toute façon, ça fait partie des trucs impronosticables. Ce qui est assez drôle, c'est que sur la Sur, il y a eu bien évidemment un post là-dessus, et je peux vous dire que ça s'écharpe en commentaire, alors là. C'est tellement drôle. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mike Tyson, machin. Mais là, j'ai pris un risque énorme, je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer pour ça, je vais brûler, quoi, parce que là, moi, j'adore les deux. J'adore Mohamed Ali, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il a fait, et que oui, pour moi, à mes yeux, quand tu le prends en compilation son règne, ce qu'il a fait, le fait qu'il est redevenu plusieurs fois champion, les adversaires qu'il a affrontés, et aussi culturellement ce qu'il représente, c'est le plus grand, même boxeur de tous les temps, à mon sens, parce qu'il est plus gros que le sport. Mohamed Ali. Oui, complètement. Ouais, Mohamed Ali. Mais après, c'est vrai que Mike Tyson, quand tu le vois surtout à son prime, la période quand il avait encore Cus D'Amato et Kevin Rooney derrière lui. 85-86, ouais. C'est une parfaite machine à tuer, quoi. Mais il manque ce côté rivalité, grande rivalité, plusieurs rivalité gagnée aussi. Ouais, mais parce que le problème, c'est le problème de la carrière de Mike Tyson et c'est malheureux. C'est quelque part la comparaison est intéressante parce que Mike Tyson, pareil, les meilleurs combattants qu'il a rencontrés, il les a rencontrés sur la fin quand il était déjà en déclin. Et pareil pour en fait Mohamed Ali. Mohamed Ali, les meilleurs combattants qu'il a rencontrés, c'est après sa césure en fait. Et sauf que là où Mohamed Ali a réussi à gérer, Mike Tyson, il avait ses démons et ça l'a pas permis de faire face. Mais on peut pas reprocher à Mike Tyson de pas avoir des gens à son niveau au moment où il est à son top, quoi. C'est un reproche qu'on peut faire par exemple je pense à comment il s'appelle, Rocky Marciano. Rocky Marciano, c'est un des plus grands heavyweights de tous les temps, mais il a pas eu la 49-0, 43 victoires par KO. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé à une période où il n'y avait plus de grands heavyweights, quoi. Il est arrivé sur la fin du règne de Joe Louis. Et il y avait Ezard Charles, mais c'était un light heavyweight. Il y avait Jersey Joe Westcott, mais pareil, il était un peu sur le déclin. Mais on ne peut pas reprocher à Rocky Marciano ça, et on ne peut pas reprocher non plus à Mike Tyson le fait d'avoir une carrière où il arrive à un prime. Mais c'est quand il est à son top, oui, effectivement, c'est un des plus grands boxeurs de tous les temps. Exactement. Donc voilà. Messieurs. Mais moi, personnellement, si j'avais un match de rêve à faire
À l'ancienne, ça aurait été Mike Tyson contre George Foreman. J'aurais bien kiffé. Et d'ailleurs, combat que nous avons failli avoir. On aurait pu l'avoir, Ah mais oui, on aurait pu l'avoir après. Justement, il a choisi après. de combattre Buster Douglas. Mais moi quand je l'imaginais Non, le truc, attends, c'était. c'était Buster Douglas ou finalement non, c'est finalement il y a eu Holyfield contre Foreman parce que Tyson pouvait pas finalement. Je crois que c'était Ah ça. oui, c'est ça, ouais, peut-être. Ouais. Mais Mais moi, quand je sous-entendais ce combat, je l'imaginais le Foreman. oui, le Foreman Prime à son Foreman. prime Foreman, ouais, c'était Mais ça. d'ailleurs, quand on y pense, Foreman, c'est quand même dingue, hein. Enfin, franchement, le mec de se dire, il est revenu, c'est quoi? À 46 piges, il était champion du monde quand il est Ouais, revenu. 45. Ouais, bref. Ouais, non, c'est incroyable. Incroyable. Et donc alors, Foreman à Ah, 46 piges contre Tyson. à 46 piges, non, Tyson, faut pas déconner. Ouais. Mais le Foreman jeune, quand tu vois ce que le Foreman jeune met à Frazier quand il prend le titre, c'est-à-dire c'est facile pour lui, tu vois. Il n'y a même pas de difficulté, quoi. Et ça, en fait, on a tendance à. C'est terrible parce que, tu vois, Frazier, il y a la rivalité avec Ali, il y a eu 3 combats. Donc, il est connu des gens, tu vois. Vraiment, même les gens qui connaissent pas vraiment la boxe, ils savent Frazier Ali, tu vois, c'est dans la culture. Mais Foreman, c'est comme Larry Holmes. C'est des mecs, ils n'ont pas le crédit qu'ils mériteraient d'avoir parce que, ouais, pour moi, c'est des meilleurs boxeurs poids lourds de tous les temps, ces gens-là, quoi. Enfin, t'as Larry Holmes, Foreman, Mike Tyson, Ali. Mais même Norton, hein, mine de rien. On a beau, J'adore Norton. on a beau être un peu dur avec lui, mais c'était la belle époque où tout le monde s'affrontait, les gars. Ah, Quand tu regardes cette époque, quand même, c'est un truc de fou. On fait les vieux cons, mais bon, en plus, on n'a même pas vécu à cette époque. Mais juste quand on voit le top 10 des poids lourds, c'était quand même la folie, quoi. mais non, mais ça fait partie de ces moments. Ouais, voilà. Bah, peut-être qu'un jour, ça. Non, moi, c'est pour ça que je croyais beaucoup à la défaite de Joshua contre Ruiz et je me suis dit, c'est cool, parce que comme ça, les mecs vont commencer à se dire, ok, c'est pas grave si on a une défaite, maintenant tout le monde s'affronte, c'est la guerre des mondes et tout. J'ai très rapidement déchanté, messieurs. On est reparti pour attendre bien. On va passer aux recommandations, les recommandations que vous attendez tous. J'ai une recommandation culture, messieurs. Underwater, qui est un film de science-fiction qui est sorti en début d'année, qui a complètement bidé, avec Vincent Cassel en Captain Lucien. Alors bon, ce n'est pas le plus grand film de science-fiction, mais au regard du succès critique et commercial du film, et vous allez très certainement avoir raison en lançant le film, c'est-à-dire vous n'allez rien attendre, vous allez passer un très bon moment qui est assez intéressant avec une Kristen Stewart qui est pour le coup assez convaincante, un bel hommage à Alien de notre cher Ridley Scott à la fin, et puis un bestiaire qui est quand même, somme toute, plaisant, n'est-ce pas mon cher Rust? Ouais, alors voilà, il faut vraiment ne rien en attendre. Mais si vous partez du principe que vous n'en attendez rien, effectivement, en fait, ça se laisse regarder. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on se disait. C'est un divertissement M6 du dimanche soir, plus, quoi. Voilà. Il y a Vincent Cassel qui est là et je sais pas ce qu'il vient foutre là parce que c'est clairement pas le rôle de sa vie et je pense que c'est pas le scénario qui a dû l'attirer plus que ça. Donc je sais pas ce que Vincent Cassel vient faire là, mais en tout cas il est là et ça fait plaisir. Et voilà, c'est un divertissement qui est sans prétention, mais du coup, en fait, qui est somme toute plaisant quand tu te le mates sans trop y réfléchir, quoi. Voilà, contrairement au podcast La Sueur où vous appuyez sur play, vous n'en attendez rien et vous êtes quand même déçu. Bien, mon cher Polydamso, alors le conseil combat. Enfin, la recommandation combat. La recommandation combat, putain, j'en avais une là, et du coup, elle m'a échappé parce que tu m'as pris en traite là avec cette fausse recommandation. Là, ça m'a fait perdre tous mes moyens. Alors, au débeauté, moi, je te dirais revenir sur la carrière de Riddick Bowe en anglaise. Pareil, un poids lourd que je kiffe bien, qui a eu de très beaux combats. Peut-être pas pareil, il a quand même une carrière très réussie, hein, mais il a peut-être pas atteint les firmaments auxquels il aurait pu prétendre. Mais c'est un boxeur exceptionnel, quoi. C'est un boxeur exceptionnel, quasiment imbattable quand il était à son top, je pense. Très très bon jab, excellent physiquement, une bonne défense même. Donc franchement, moi je recommande ça. Et puis aussi, pareil, un de mes combattants préférés, là c'est vraiment pour le style, la défense Archimour, mais poussée à mon avis, à son paroxysme, c'est James Toney. À peu près toute sa carrière, juste vous évacuez le combat de MMA qu'il a fait, ça lui rend pas honneur. Mais en revanche, ouais, ce combat contre Ian Barclay, par exemple, où il l'allume, quoi. Enfin, il a une défense, il est contre les cordes, il esquive, il envoie genre 6-7 coups. Enfin, c'est exceptionnel. Un combattant pareil.
Il est contre Yann Barthès, ouais. Il lui met la misère à Yann Barthès. Non, mais c'est un combattant, pareil, que j'aime bien parce que, pareil, il aurait pu accomplir beaucoup plus s'il avait été vraiment sérieux. De l'avis de tout le monde, c'est quelqu'un qui adorait se bagarrer, qui était le premier à faire des sparring, mais qui détestait s'entraîner et qui aimait bien bouffer aussi. Donc, on ressent au fil de sa carrière, il monte en catégorie de poids, mais pas comme Holyfield, quoi. C'est pas genre, il se fait pas une armature de muscle, quoi. C'est juste, il prend du poids, quoi. Il pèse, mais ça n'empêche pas de mettre. Ouais, ça n'empêche pas de mettre des fessées, d'être quand même ultra technique sur ce qu'il fait. Donc voilà, les deux boxeurs que je recommande, Riddick Bowe et James Toney. Place. Valeur sûre. Conseil musique. Eh ben, écoutez, moi, je vais vous filer un truc. Je pense que déjà beaucoup de gens ont déjà écouté, mais c'est pas grave. Un truc que j'adore faire quand je suis en bagnole et que j'ai, mettons, des trajets qui durent à peu près 1 heure, c'est en gros je vais sur YouTube et je me mets des stations de radio de GTA. Ah en oui, fait, Ouais, c'est très bien ça. Et en vrai, Fresh out of my oven. ils sont. Voilà. Et en gros, c'est parfait parce que généralement, voilà, quand tu tapes, par exemple, moi, mes stations préférées, il y a Flash FM et V-Rock. Et en gros, donc il y en a un, je crois qu'il est de Vice City et l'autre, il est de San Andreas. Et en gros, ce qui est mortel, c'est que ils ont quand même des putains de très bons goûts chez Rockstar. Donc quand ils font une musique, une station radio, que ce soit hip-hop, que ce soit rock, que ce soit n'importe quoi, ils ont vraiment choisi de la bonne musique. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est les morceaux les plus connus, même s'il y en a beaucoup qui sont connus. Et du coup, en plus, c'est entrecoupé, pour ceux qui bitent un peu l'anglais, c'est entrecoupé d'espèces de sketchs, en fait. Ouais, voilà, c'est des fausses publicités, c'est des faux animateurs radio, c'est des satires de ce qui se fait aux États-Unis, etc. C'est complètement abusé. Mais voilà, honnêtement, comme ça, vous mettez un petit Flash FM, un petit V-Rock, un petit KDST, un petit Radio Los Santos, et franchement, et vous allez kiffer. Et du coup, ça me fait penser à une recommandation culture. Je le recommande, je rebondis, là, tu m'as fait penser à ça avec les fakes commerciales. Regardez Robocop de Verhoeven. C'est une. Bah c'est- oui. Ouais, ah bah ouais. Justement, parce qu'il y a des. Verhoeven, c'est un. Ouais. incontournable. En plus d'être un excellent kickboxer, c'est un très bon réalisateur. Et Fresh of My Verhoeven, j'allais dire, mais du coup, ouais. Non, mais la filmo de Verhoeven, surtout les films un peu crasse-touille, là, Complètement. Total Recall Parce et que, Robocop. personnellement, elle, moi, j'ai pas été si convaincu que ça. Ah, j'ai pas vu, mais Moi, d'accord. j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais je peux comprendre. C'est pas vraiment du Verhoeven comme on en attend, quoi. C'est Exactement. pas la chair et le sang, quoi. Mais C'est pour le surtout coup, la chair. mais pour le coup, d'ailleurs, c'est Cocorico, c'est avec Catherine. Isabelle non, Huppert. Isabelle Huppert. Isabelle Eh Huppert. oui. Et tant qu'à faire, le Robocop aussi de José Padilla est pas mal. Oui, complètement. Donc Il c'est le s'est mec fait qui a aussi fait un trop peu des déglingue, et pourtant, il est pas Et je mal. comprends pas pourquoi. Parce que franchement, j'étais super surpris quand je l'ai vu parce que moi, je le trouve vraiment bon. Et je trouve que Kinaman est bon dedans. Je trouve que la vision qu'on n'a pas d'IA, elle est vraiment. Et la réalisation est originale. Il prend son Complètement. temps, il fait ça à son rythme, il fait ça bien. Après, Donc, ça fait partie des films un peu bâtards, tu sais, en mode gros budget, mais t'as pas une superstar, Ouais, c'est un bah peu ouais. gore aussi, Ouais, ça et fait un puis, peu réfléchir, enfin, tu sais. Je pense que c'est aussi le fait qu'il a pris un énorme bad buzz pendant sa production. En fait. C'est quoi, il y a eu beaucoup pas de retard, c'est ça, non? Non. beaucoup de retard, il y a des images qui ont leaké, il y a toujours des connards de puristes qui disent ah pourquoi Robocop il est pas bleu, c'est pas vraiment Robocop, il comprend pas, enfin bref. Donc avec les costards cravates qui ont des suées à chaque fois, qui a un retour client qui leur plaît pas et qui viennent casser les couilles à José Padilla, enfin c'est un truc qui s'est fait dans la douleur. Vraiment. Et c'est dommage parce que José Padilla, c'est un excellent réalisateur de documentaires, mais aussi de films que j'aime beaucoup. Et oui, je trouve que son Robocop se défend. Il y a certains. Tu sens que c'est un produit, c'est pas ce qu'il a voulu faire. Tu le sens que. Mais néanmoins, tu sens que c'est pas exactement ce qu'il voulait faire, mais tu vois où il voulait en venir. Et du coup, je trouve que quand même c'est stylé. Et oui, il y a des plans, moi je trouve qu'ils sont excellents et même je trouve qu'ils arrivent à. Genre, par exemple, pour ceux qui reverront, mais juste le plan où on dévoile le corps de Robocop. Cette scène, elle est ultra angoissante. Tu te mets à la place du mec et tu te dis putain, c'est fort. L'image est forte. Alors que. Et c'est difficile. Pour un blockbuster, réussir à transmettre ça, c'est hyper rare. Mais grave, mais c'est pour ça, il a osé des trucs, quoi. Enfin, après, la dernière fois où j'avais eu ce frisson, c'était dans Transformers, quand il dévoile la Camaro. Camaro. Bien, messieurs, shout out to my protein, moins 38% minimum avec le code la sueur. Shout out to Russ, shout out to Polydamson, on se revoit très très vite. See you soon, boy. T'es un... Swear.